puisqu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Hops, on va admettre d'autres personnes. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on peut admettre les gens. Et donc, ce soir, on est en train de parler avec Laure. Alors, Laure, qui est ici, qui est née en 79, qui est assez jeune, voilà, qui est née au Liban et qui a étudié la littérature arabe. Donc, dans un premier temps, la littérature arabe au Liban, qui a obtenu en 2005 un diplôme en art et en peinture et qui ensuite est venue vivre en Italie. Et en Italie, elle a étudié de nouveau l'art et la littérature contemporaine arabe à l'université de Venise. Et la peinture, aussi. Oui. Voilà. La peinture, grâce à une bourse du ministère des Affaires étrangères et grâce à l'Institut italien de la culture. Donc, elle a poursuivi ses études à l'université d'Udine pour obtenir une maîtrise en langue italienne et elle a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Venise. Voilà, où elle a obtenu un diplôme en 2008. Elle a ensuite... La littérature arabe, je l'ai étudiée à Beyrouth. Voilà, pardon, j'ai un peu mélangé. Parce que littérature arabe, c'est difficile de trouver les lieux pour étudier. En Italie. Mais en Italie, c'était Mais c'est normal, parce qu'avec tout ce que j'ai fait, les parcours s'entrelacent. Une vie très riche, surtout si l'on considère que Laure est en doctorat à l'heure actuelle et qu'elle est en train de faire un doctorat justement sur la littérature libanaise contemporaine. C'est là que je m'étais perdue, à l'université slovène de Nova Gorica. Voilà, donc elle est, vous voyez, internationale. Et elle enseigne la langue et la culture arabe à l'École supérieure pour médiateurs linguistiques Ciels de Padoue, où nous sommes justement collègues. Voilà. Alors, Laure est une artiste, Laure est une poète. Elle a écrit déjà un premier recueil de poésie en langue arabe qui a été traduit en anglais, qui s'appelle La pierre et l'encre, l'encre et la pierre. C'est traduit en anglais Ink and Stone. Voilà. Maintenant, on fait la traduction en français, c'est bien. Voilà. Tandis que son second recueil, que vous voyez ici, a été écrit en français, directement en langue française. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle l'a écrit en langue française lorsqu'elle était étudiante à Beyrouth. Donc, elle était dans une culture bilingue. Oui. Voilà. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cette culture bilingue qui est à la base justement de ta culture? Oui. C'est vrai, nos études déjà des écoles, des premières écoles, c'était avec l'arabe standard, ça veut dire pas l'arabe qu'on le parle parce qu'il y a le libanais. Et la deuxième langue, c'était le français. Alors, on vivait quelquefois en conflit parce que je viens d'un petit village avant d'arriver à Beyrouth. On étudiait des langues qu'on ne parle pas, la langue écrite, etc. Mais ça créait des dimensions pour aller au-delà. C'est dans des poèmes arabes, on se trouve pas, alors on se trouvait dans des autres, par exemple. Et la partie de Beyrouth, moi je le considère le premier voyage vraiment, parce que j'ai vécu toute la période avant l'université, avant d'arriver, dans les villages les plus hauts montagnes du Liban. C'est à une altitude de 2500 mètres, ça veut dire 2 heures de Beyrouth, parce que le Liban, c'est très petit. Et j'ai eu la chance, pour moi, je dis, parce que dans le même temps, j'étais enfermée dans des montagnes et avec une vue vous le voyez ici. Et ça, ce sont mes montagnes en été, par exemple, à l'aube. Et la Beyrouth, pour moi, c'était une autre dimension dans le Liban, comme un voyage au-delà des confins, parce que là, je suis mixée avec vraiment toutes les communautés, les religions dans une même université. Là, j'ai fait 2 années d'avocat avant de découvrir qu'il y a la littérature arabe.
Et j'ai rencontré qui étudiait la philosophie, la psychologie, la littérature anglaise, la littérature française. Et j'ai compris que Beyrouth, vraiment, c'est à cette richesse des salons, cafés littéraires. On est immergé avec vraiment qui sont les artistes, les beaux-arts. Il y avait une vie très, 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 très dense, culturelle et plurilingue, vraiment riche. Et j'ai découvert la mer. Et tu as découvert la mer. Oui, oui. La mer par rapport et par contraste avec la montagne qui était ta source d'inspiration Oui, à la oui, base. oui, Et oui. lorsque tu étais à Beyrouth, tu pensais à ta montagne? Oui, en fait, chez nous, qui connaît la porte au Méditerranée, ça veut dire le Liban, il a ce panorama. Hein. Quand on arrive déjà, tu vois que la ville de Beyrouth et les montagnes déjà avec la neige. Mais en étant renformé dans les montagnes, si on allait aux cimes très, très hautes de 3000, on a le paysage de la mer, mais on vit pas la mer comme si tu es à une distance. Alors, la mer, c'était ma consolation parce que le coucher du soleil au Liban, c'est vraiment devant toi pour me faire surgir toute la force que j'ai acquise avant pour peindre, pour mettre cette révolte que j'ai et ce que j'ai acquis de faire et ce que j'ai compris que je faisais une ermite sans savoir. Ces années-là, parce que ce qui était un peu particulier dans mon village, dès que j'étais petite, j'ai commencé à vivre sur la terrasse. Nos maisons au Liban, ils n'ont pas tous le toit. Alors, j'ai commencé à aller à étudier en haut et après, je voulais pas vivre, je voulais étudier là-bas. Et le coucher du soleil, automatiquement, je commençais à écrire et à maturer, c'est ça. Alors, la terrasse, c'était ouvert au paysage et en même temps, c'est un lieu surréel parce que ce n'est pas en contact direct avec la maison. Tu vis, comme on dit, Lamartine sous le toit, tu as le toit, le ciel, tu vis avec les montagnes, comme disait mon prof, qui sont le ligne horizontale au sublime. Et en même temps, tu as cette vue du Valais, parce que d'un coup, quand tu arrives avant de Bécharé, l'œil est surpris parce que tu as une profondeur de 800 mètres de vallée, là où sont vécus vraiment de plus de 800 ermites. Alors, indirectement, c'est une terre sainte. Et qui connaît la Bible, les montagnes, ils sont citées dans la Bible. Les cèdres, ils sont les uniques cèdres qui sont appelés les cèdres du Seigneur. Alors, mes dimensions, c'était métaphysique sans que je savais. Ma poésie, c'était comme ça. Donc, de la Mais, montagne, tu regardais le soleil. De la mer, tu regardais le soleil. Et uh-huh, donc, c'était le la point vallée, oui. de départ de ces réflexions. Et il y avait toujours une connexion entre la mer Oui. et la montagne. La montagne qui était dans tes souvenirs quand tu étais à Beyrouth face à la mer, Je voulais retourner auquel mon tu voulais amour. retourner, et la mer à laquelle tu avais Oui, envie d'aller quand tu étais dans tes oui, montagnes. Il y oui. a toujours un lien entre Et les la deux. mer, le problème de la mer, qu'il y a la dimension qu'on a découvert, que la dimension dans nous des Phéniciens, que dès l'Antiquité, ils ont trouvé la montagne derrière et la mer, ils ont fait l'aventure, ils sont partis comme premiers voyageurs. Alors ça te pousse aussi à voyager. Et Ça. donc, c'est là qu'on est arrivé à cette poésie, et que tu es arrivé à cette poésie qui est le soleil et la mer m'écrasent, Ah ouais. qui donne cette sensation. Est-ce que on Oui. peut, peut-être que l'on peut voir effectivement ici, on voit donc ce paysage de la mer, c'est ça, hein, qui inspire. Ça, on est encore sur la vallée. Après, il y a Très quelques, bien. oui. Ça, c'est où se Bécharès qui trouve est justement Bécharès. là, hein, Oui, oui, d'accord, comme ça, avec vous comprenez. et Beyrouth qui est à côté. Oui, 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 oui. Et la carte à côté, c'est dans la vallée de Kadisha, la vallée sainte, avec tous ces sites là où vivaient des érémites. Alors, ça a été protégé avec le patrimoine mondial parce que c'est un lieu rare, là où il y a les premiers chrétiens. Et là, où c'était écrit les premières textes sacrés.
Il y a par exemple les monastères de Hawa, etc. Et, euh, et ça c'est indirectement, on est dans le ventre de la nature. On est encore dans une dimension de la profondité. Et c'est un autre milieu vraiment qui a poussé les érémites à, à méditer à Dieu. Par exemple, il y a, si tu vas au personnage très fameux de notre Dieu, et si vous avez l'idée de ce que je parle, de la vallée de Kadisha, qui est magnifique. Kadisha est la vallée sacrée. Et le moment, après, vous voyez le moment mystique quand le brouillard, c'est ce que j'étais vraiment m'attirer. Le brouillard arrive, remplisse tous les creux et commence le moment existentiel, effacer l'existence. Et ça, c'est ce que décrit Gibran, que quand on regarde des cimes des montagnes, tu dis pourquoi on se lutte si le monde, si ça s'efface, les copains. Et ça, ce n'est pas très loin de notre mémoire d'enfance, parce que, par exemple, ma grand-mère s'éveillait le matin et priait avec les érémites, ça veut dire l'encens à engendrer. Et c'est le lieu qui pousse à méditer. Par exemple, après, vous voyez les personnages ça, c'est le moment de coucher du soleil. Moi, j'ai appris d'écrire et de peindre, comment on dit, de l'encens du lieu. Parce que les personnes là-bas, vous les voyez qu'ils méditent, ils sont habitués à à laisser perdre avec le coucher du soleil. Magnifique. Alors, le lieu, c'est plus fort de vous. Et j'ai appris de peindre du vrai, que la nature est plus forte de toi. Prends ce moment comme les impressionnistes. Vous connaissez Gibran Khalil Gibran, le fameux qui a écrit Le Prophète. Il est parti de ce lieu à 12 ans et il est retourné pour étudier la langue arabe. Et il a son musée. Et ce que j'admirais sur lui, comment, à distance, parce qu'il est devenu fameux à New York, comment il a pu peindre nos vallées comme qu'il n'a pas laissé, comme moi, ce lieu. On ne voulait pas laisser ce lieu. Et l'autre, c'est un érémite Dario. Il est d'origine colombienne. Il est arrivé dans ce lieu. Il a dit, moi, je veux me retirer à faire l'érémite maronite. D'accord. Et c'est ça. OK, ça, c'est le bord de la vallée. Vous voyez derrière notre village. Et quand je faisais le diplôme en peinture, les exercices de paysage, vous voyez, j'irais et je copie, je dis, parce que la nature est au-delà de ça. Et ça, c'était le moment de l'automne. Et ça, c'est une autre vue panoramique des cèdres. Oui. Des cèdres que les gens vont là et attendent de sortir du temps humain. Le temps, vraiment, là-bas, il devient l'aube, etc. Se ferme. Tu es figé dans un lieu et si tu peux faire finir tout le monde, comment dire, laisser la technologie et laisser perdre. Comme ça. Ça donne envie d'y aller. Hein. Moi, je fais une grande fatigue de retourner, de laisser ce milieu. Ça, c'est une autre, oui. Avec Parce la que neige. le livre parle de mon amour très fort aux montagnes, au brouillard et à la vallée. Et ça cite beaucoup les forêts. Est-ce que c'est pour cela que l'on est sur le soleil et la mer qui m'écrasent, justement? Oui. Parce qu'il y a ce manque de soleil et de mer. Oui. On le lit? Tu veux le lire? Oui, parfait. Le soleil et la mer m'écrasent. La mer, plombée par un soleil d'août, m'écrase entre ses ailes blessées, blanchit mes sourcils de quelques diamants de sel. Laisse à la citadelle perchée les soupirs du crépuscule sur son ombre rougeoyante. Ton cœur innocent et solitaire sur une balançoire bleue. Va et viens avec les clés du ciel. Tu ouvres les fenêtres et libères l'éternel océan. Des rêves fous m'arrachent aux ténèbres où des chevaux ailés ruent dans des manèges éphémères.
sur les monts chauves, avec au voile boursouflé, une âme prophétique tisse l'inconnu, l'illusion d'une guérison. Le soleil sèche mes larmes, murmure à mon cœur des contes au fil de l'eau. Mes mains dévoilent leurs veines, rougies d'émotion. Le silence s'installe après le déclin d'extraordinaires essences de vie. Je jette mes mains dans les vagues et en arrache une rose de la mer. Derrière un rideau, le destin se meut en forme illusoire. La roche devient plume, le lyre résonne sous les yeux de Dame Lune, des éclats de bonheur au-dessus des ruines. Magnifique. Alors, c'est sûr qu'avec le paysage de la montagne, ça faisait un peu contrasté, mais il est vrai que lorsqu'on est en train d'observer et de lire cette poésie, on s'aperçoit que l'on est au centre d'un voyage qui est métaphysique, qui n'est pas un voyage physique. On est face à ce voyage qui est dans le rêve, dans l'imagination, et donc dans un transport. Ils ont été écrits à Beyrouth ou sur la terrasse. Ouais. Ils sont datés de 2000, 2004. Alors, ma mémoire me fait reporter que je l'ai écrit sur cette terrasse, mais ce n'est pas le vrai moment d'écriture parce que je retourne tout là. Parce que, et en fait, moi, je tournais chaque week-end parce que sinon, je pouvais pas passer beaucoup plus de temps, pas s'éloigner beaucoup. Alors, peut-être, si j'écrivais dans le week-end, ça va comme ça. Et le voyage, si tu veux, ça a au rapport aussi de ce chemin, le titre, le chemin des orages. Parce qu'on a vu avant une image de ma mémoire d'enfance sur ça, c'est la vue du terrasse quand il y a la neige. Vous voyez qu'il y a toujours le soleil. C'est ça qui m'a permis d'habiter la terrasse parce que le soleil réchauffe. Et en même temps, l'observation démographique, parce que maintenant, il y a beaucoup de belles maisons, ils n'existent pas. Et le chemin des orages, c'est le moment où est-ce que je suis réveillée à la poésie, parce que les orages des montagnes, on a les 4 saisons très parfaites. Alors en hiver, ce qu'on vit ici, les temporales. Et moi, ce moment de la nuit, j'aimais étudier toute la nuit et tous les sens poétiques ils se réveillent pour voir le deuxième jour combien il a neigé ici, comment la nature a fait la métamorphose. Et il prend en même temps plusieurs sens, comme une ballade dans les poèmes. Le chemin, quelquefois, il a une souffrance, quelquefois, il prend un autre sens. Magnifique. Donc, c'est là que l'on a toutes ces métaphores qui amènent, par exemple, à des poésies qui ont comme titre des nuages sucrés, par exemple. Oui. C'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut voir, par exemple, ce qu'est un nuage sucré? Oui. Vous voulez lire ou bien? Je le lis? Oui. D'accord, d'accord, je le lis. Alors, des nuages sucrés. Toute seule, ces dernières nuits de pluie, je marche nue pour t'offrir des nuages sucrés, pour retrouver ton souffle dans le désert, pour sentir la tempête au creux de mes mains. Le voilà notre chemin, entravé par des milliers d'épines, étouffé par le vent du sud. Un seul arbre y bourgeonne encore, éternel, sous un soleil qui ne cesse de se coucher. À cet instant, lorsqu'il embrasse la mer, ma tête joue avec le feu. Mon regard dérive sur une étoile flottante. Des nuages sucrés, mes mains dans les poches, quelques pages déchirées. Toutes les portes sont fermées. L'éclat de la lune se perd dans le désert.
Mes yeux sont lourds, déboussolés. Je voyage vers l'Occident, le cœur accroché sur le rocher de l'Orient. Des nuages sucrés emportent le chant des oiseaux, sans brume, sans pluie. Poussé par le cri de l'aurore, j'apprivoise la peur. Je donne aux enfants des noms d'étoiles. Les frontières s'effacent dans une nuit éternelle. Des pages sucrées, des battements de paupières, des ailes d'hirondelles, l'éternité d'un lieu m'invite chaque soir à voyager sans flambeau, au-delà des sens, au-delà des lignes droites et des bougies. C'est vraiment C'est magnifique. le fait de vivre dans des sens qui nous transcende cette sensation le fait de préparer aussi au voyage parce que c'est ça le changement qui se contraste avec le fait de rester enfant dans un lieu et de jouir d'un lieu, de préparer à aller à l'aventure, c'est ça. Parce que ici, je voulais que ce lieu, c'est éternel. Ça. Comme vivre un rêve métaphysique, ça n'a pas un fin. Parce que tu étais bien sur cette terrasse. Oui. Et tu étais tellement bien que ça te permettait de voyager avec l'esprit oui. et de te transporter. Avec l'âme poétique, oui. Oui. C'est ça, c'est ça. Et même, tu sais, vivre dans cette dimension, c'est aller aussi au-delà de ce qu'ils vivent. On dit des lieux, les lieux des villageois, vous savez, par exemple, un lieu traditionnel, un lieu, ça m'a permis de voir la partie positive, parce que quand tu es à une hauteur, les cris deviennent comme si tu peux absorber tout. Je vivais vraiment ce que les érémites sont figés, ils trouvaient un creux dans notre grotte et il laisse son âme dissoudre, on dit, avec ce qu'ils appelaient Dieu. Le corps n'avait pas importance pour eux. Oui, Si donc l'importance, c'était la rencontre avec cette dimension spirituelle. oui, c'est ça, c'est cette dimension spirituelle qui fait que on arrive à aller au-delà, mais Oui. il te fallait la culture de Beyrouth et de la plaine pour pouvoir arriver à cette pleine conscience qui te permettait de voyager de manière consciente et de comprendre ce qui t'arrivait. Oui, et en confrontant avec les années scolaires, j'ai essayé de faire lire ces poèmes et, par exemple, les profs de français me disaient, tu dois être réaliste. Ils ont noté que je ne vis pas, comment on dit, la tête dans les nuages, cette expression. On avait les romans, ça commençait le roman réalistique après la guerre civile qui écrivait, beaucoup de femmes sont sorties et il décrivait tout ce qui se passait. Moi, je ne pouvais pas porter ça, alors mes profs me retournent à l'écriture réaliste. Oui, ils te critiquaient, ils voulaient que tu reviennes sur quelque chose de plus réel, de plus concret. Tandis que toi, tu proposais des voyages qui étaient un peu métaphysiques. Hein. Tu pourrais peut-être nous lire L'embarcadère qui donne cette idée justement du voyage tel que tu le vivais toi-même. L'embarcadère. Drapé dans une étoffe, tissée par le malheur, je m'élance au rythme d'une héroïque danse polonaise. Sur le chemin chaotique de l'aventure, au bras du vent, je traverse des plaines de sable. Là-bas, derrière un fleuve sans fin. Et quand la fièvre envahit mes veines bouillonnantes, je m'enfondre sur un lit de poussière, les yeux creusés par le voyage. Alors, je rêve d'oiseaux voltigeurs, des hiboux à jamais endormis,
sous les cris silencieux du vent muet. Puis-je m'envoler au-delà des mers, percer l'âme des tempêtes? Je te vois à travers le brouillard, reprendre la balade nocturne pour réchauffer ton corps froid et deviner l'océan craché au ciel, ses embruns par milliers, légers comme des pattes de fourmis. Puis-je remonter l'horloge grippée? Mon périple est gris, cousu d'or. Mon char noir réchauffe la lune. Je ferme les yeux et jure de ne plus repartir. Sous les pilotis du petit embarcadère, je souffre dans ma coquille de nacre. Loin de toi, giflé par les vagues, le dos rond, les jambes à mon cou, j'étouffe dans les crins trop étroits. Tes mots dessinent le renouveau, les arbres s'inclinent et me caressent. C'est beau. Et on voit là-dedans aussi transparaître justement un État, un Liban un petit peu différent de celui qui est utopique des montagnes, de la mer, de la beauté. Et on sent qu'il y a une souffrance par derrière. Est-ce qu'on Oui. peut expliquer cette Oui, c'est vrai. souffrance? Ces années que j'ai vécues à l'université, comme quelqu'un qui rêve et qui commence à étudier la prostitution libanaise, etc., dans plusieurs dimensions, je me suis confrontée avec la littérature des années 60, Adonis. J'ai connu qu'il y avait, après la guerre civile, que les intellectuels, ils cherchaient vraiment qui était le coupable. On voulait une conscience du lieu. À travers tous les rencontres, les soirées poétiques, etc., ils étaient très douloureux et ils ont mis, j'ai connu beaucoup des poètes qui parlaient de la littérature comme une révolution. Alors, je me souviens qu'on parlait il y avait la trilogie, le saint, le poète et l'héros. Alors, on a connu toute la littérature de la Révolution et vraiment, Beyrouth était le lieu où la personne exilée, par exemple les Érémites, ils ont trouvé ça quand ils étaient menacés, ils sont réfugiés ça. À Beyrouth, j'ai découvert que Beyrouth était l'exil pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'exprimer les poètes, etc. J'ai connu qu'il y a quand Israël a envahi, il y avait un poète nationaliste qui prenait vraiment cette question à cœur. Il s'est suicidé, par exemple. Alors, j'ai compris que notre terre n'est pas un terre comme je l'ai vécu, soulagée, je vivais dans une autre. Là, on est vraiment avec une terre brûlée. Ça a commencé l'explosion de Hariri, vous vous souvenez? Je me souvenais quand on devait aller en rencontre, il y avait des menaces. Je commençais à vivre les conflits et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas possible. Il y a la partie de la découverte d'une nouvelle terre qui est que nous, Libanais, on porte maintenant les orages comme cette souffrance. Dans mon village, les sentiers, c'est seulement quand il y avait beaucoup de neige, les gens ils devaient tracer un corridor. Seulement, c'était plus orphique. Mais quand les questions sont devenues plus grandes, les Libanais qui vivent plus à l'extérieur, ils devaient croiser un chemin de feu. J'ai vécu la première année que je suis arrivée ici, je suis retournée, c'était 2006 quand Israël a envahi le Liban. L'aéroport était bombardé, par exemple. Et j'ai vécu parce que comment quand on parle de tous les intellectuels qui disaient, moi j'ai fuyé, comment dire, je suis échappée dans la guerre civile et vivre le trauma, etc. Alors, c'est une autre dimension, mais j'ai appris que je tiens dedans de moi
dans le ventre de la nature, dans un coffre transparent. Ça a vraiment devenu le Liban une question de porter dans mes voyages. Ce n'est pas seulement des écritures romantiques qui méditent, etc., et qui décrivent combien la nature est belle, etc. Ça commence à mixer avec autres questions plus grandes. Qui sont celles de laisser des messages, de transmettre des messages et d'aller plus loin. Oui, oui, et de décrire vraiment qu'est-ce qui se passe, comment vivent les gens, les massacres, je sais pas, il s'est passé Cana, beaucoup des conflits. C'est ça. Est-ce que tu veux nous lire une de ces poésies qui justement, à ce stade, n'ont pas le sens de poésie peut-être, mais de transport de message. Je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer, mais ce n'est pas le sens de la poésie tel que l'utopie l'inspirerait, mais une poésie qui serait plutôt un message. Oui, j'ai un poème dans un coffre transparent. Le fameux coffre transparent dont tu parles, c'est le Liban, c'est mon Liban et ma préparation au nomadisme dans des autres pays de perdre. Alors, dans un coffre transparent. Dans un coffre transparent, les cœurs s'affolent. Les pieds nus glissent sous la pluie. La sagesse trahit l'innocence. Je marche entre des rails, un lion de Saint-Marc à mes côtés, la guerre brûlée, les révoltés, les corps s'unissent par le feu. L'idiot saute et se démembre, accompagne la tonnerre. Regarde les arbres se dévêtir et n'y voit que l'automne. Là où poussent les livres, là où les oiseaux d'encre se posent sur du papier, il y a la vie qui ne coûte rien. Il y a un royaume sans nuages. Je regarde se courber les aiguilles d'une pendule. Je regarde sans chagrin la vague dissoudre mes châteaux de sable. Les mélodieux tentent lentement des horloges comptoises, tombent dans un abîme de silence. Je jette un caillou dans le lac et les larmes regagnent l'éternité. J'avance lentement sous un soleil voilé. Un séjour où l'espoir est vain, le sourire après les complaintes, le jour après la nuit, le ciel reçoit nos offrandes et garde nos rêves. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur le sens. Tu veux rajouter quelque chose sur le sens et sur le contexte dans lequel tu l'as écrit? Oui, c'est la tonnerre qui veut changer ici, c'est le chemin de la tonnerre qui veut faire créer une réalité dans des conflits et dans la découverte d'une autre terre. Je cite par exemple le lion à Saint-Marc, à mes côtés, cette envie de la liberté de glisser sous la pluie, le fait que je porte plusieurs cœurs dedans moi, les nuages qui commencent à perdre le sens que je donnais de pureté de mes montagnes, l'abîme que j'ai découvert après le fait de perdre le pays et vivre dans des autres confins. Le soleil n'est pas le même soleil, comme on dit, ce n'est pas mes montagnes. Et le cherche d'espoir, des sourires que j'étais habituée. Et il y a des sacrifices de vouloir tenir le Liban comme un rêve dans un coffre transparent. Mais en fait, je vais le perdre parce que c'est le détache de mes racines. Je me sens comme une arbre, déraciné. Arbre, oui, planté là-bas. Et chaque fois, je me dois déraciner et dire,
essaie de survivre dans ce nouveau lieu, si tu es brave comme ça. Ouais, c'est dur. Et c'est justement, j'ai l'impression que ça a un écho, et on trouve un écho à ce poème dans celui qui s'appelle Loin des fatigues du monde, où on s'éloigne et on essaie de faire le point peut-être sur ce qu'est la difficulté de ces fatigues. Hein? Oui, oui. C'est vrai? Tu Tu veux que je le lise ou tu veux que je le avant? lise? C'est comme tu veux. Je le C'est lis. à vous. D'accord, je le lis. Alors, c'est cette poésie qui dit Loin des fatigues du monde, qui a comme titre Loin des fatigues du monde. Mon âme fatiguée approche les mythes anciens, tendus entre les cieux verdoyants et le grand écran. Les ouailles encensent Dieu, retracent le chemin, loin des affres du bas monde. Le grand architecte annonce le réveil, rebâtit les montagnes hautes à la gauche du grand hôtel. Je marcherai dans le plein azur vers toi, si fragile, sans chaîne sur mes nuages blancs. Je porterai des milliers de colliers bleus pesant sur ton moi, si pur, étincelant et vrai. C'est vrai. Il est aussi magnifique qu'énigmatique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus pour mieux comprendre ces mots et comprendre cette âme fatiguée et cette trace d'espoir qu'on a envie de lire et qui est plombée par une douleur qui empêche de se déplacer? Oui, oui. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle la, la difficulté existentielle, que dans un seul corps, tu te sens que euh, de, de porter, moi, je me sens avoir vivre avec toutes les personnes de village, c'est le parti positif de vivre dans un lieu où est-ce qu'il n'y a pas des couffins dans les maisons, tu sais, on est vécu avec les voisins, on devient apparenté à un lieu que maintenant on dit que c'était 60 années, et il y a une grande aide de ces personnages qu'on dit, il n'existe pas avec un cœur ouvert, qui continue à demander de toi comme si tu n'as pas laissé ce lieu. Alors, indirectement, je pense que j'étais très sensible à savoir, comment dire, l'œil transparent, ça, ce qui a des problèmes, etc. Et les lieux sont changés. Alors, je m'ai senti que j'ai resté cette petite qui décrivait les feuilles, mais les problèmes que tu vois, que tu portes dedans, te fait une âme très, très, vraiment, comment dire, l'angoisse de la vie. Il y avait une terminologie avec Flaubert, etc. L'âme existentielle, il y a une angoisse que tu portes. Et ça vient que de plusieurs, peut-être des thèmes religieux, parce qu'on est habitué à croire, par exemple, dans sublime. On commence à se battre, ce Dieu existe, ou bien pas, ou bien toutes les régions se rencontrent. Euh, et et cette montagne qui commence à devenir, ou bien le personnage qu'il y a toujours quelqu'un avec un interlocuteur qui a bien, avant, il était métaphysique. Avec le voyage, il devient comme, il est plus douce, il a une physique, comment on dit, il est plus humain, il est plus humain. Alors, ça porte une âme qui n'est pas l'âme de poète, je pense, comme a dit Nizar Qabbani, qu'on vit comme si on est sur un volcan. Tu n'écris pas seulement pour écrire quelque chose, tu dois vivre la profondité de l'existence comme ça. Et on est habitué aussi dans notre village vraiment à méditer qu'est-ce que la vie. Par exemple, mon diplôme en peinture, c'était la vie et la mort. Ce sont des questions qu'on porte, on reflète, etc. Oui, en général, ce sont les grandes questions les grandes questions, mais fondatrices. Ce n'est pas facile de répondre. Ce n'est pas facile de répondre, effectivement. Et on voit qu'il y a donc ces fatigues qui sont ce chemin et qui sont très portées sur la nature et sur l'humanité.
Et là, on ne voit pas forcément les villes, mais je sais qu'il y a des poésies qui parlent de villes et qui vont amener à cet espace quand la ville s'éteint, par exemple. Et là, on a cette idée. Et là, je propose qu'on regarde cette dernière poésie pour ensuite vous offrir la parole si vous voulez poser des questions. Alors, comme ça, on fait ce petit voyage et ce voyage qui a été de la nature et qui est passé de la nature à ce voyage intérieur, ce voyage qui a amené à cette histoire et dans un contexte historique qui n'est pas facile. Et c'est vraiment le moins que l'on puisse dire, avec ses complexités, qui a touché à nouveau le paysage et qui touche la ville. Donc, je pense que ça pourrait être important d'en parler. Oui. Parce que si tu veux le dire, oui. Après on va l'expliquer. Quand la ville s'éteint. Quand la ville s'éteint dans le feu de l'absurde, je m'en vais, le rallumer autre part. Marcher sans œillères, suivre les sons, des esprits éveillés sans loi, sans mois d'avril. Hors les murs, parmi les cailloux au loin, le grondement des fleuves, un sourire, le brouillard sans recul des éclats. Que se passe-t-il si les cris du tonnerre résonnent ailleurs, si le gémissement de la lointaine nature devient absurde? Tout est murmure, et je crains une éclaircie, les soucis du soleil, sans retour, sans joie ni cieux. Ivre des lois et de la fureur populaire, dans l'abîme ricanant, des épingles, des étincelles, des livres éparpillés, je n'attends rien. Je jouis de l'azur bleu sans harmonie, scintillant entre le vent et l'océan docile. Le voyage intérieur, le cri et la chute des jours, la pluie, des tombes dans l'infini, le vent sur une ville chaotique. Le vent sur une ville chaotique. Je te laisse commenter. Ce qui est un peu ironique qu'il y a une grande durée du temps. Et quand je voulais présenter, j'ai fait une grande difficulté que je dis ce n'est pas moi. Parce que je n'écris plus en français je ne peux pas parler plus cette langue depuis des années. Alors, je fais l'exercice quand il te donne un livre anonyme et il te dit écris sur un auteur. J'ai eu cette divertirée et à découvrir qui est celui qui a écrit avec un autre visage. C'était baladé. Tu as redécouvert tes poèmes. Redécouvert une autre personne qui est moi, qui écrivait avec des autres dimensions qui si peut-être je l'ai perdu avec ma récente écriture et qui vivait grâce à cette illumination, on veut dire la poésie m'arrive si je suis dans ce lieu. Et c'est ce que je souffrais vraiment quand je suis arrivée en Italie parce que je cherchais ces montagnes, je les cherchais à Venise, j'ai cherché mes cèdres, j'ai construit des cuves coulées qui représentaient ma vallée, je l'ai apaisée sous gli alberi. Et maintenant, depuis 13 années, j'ai trouvé des montagnes, une vue là où j'habite. J'ai le panorama sur des montagnes et il y a un fleuve Alors, j'ai dit, maintenant, j'ai des racines. Je me plante de nouveau. Tu as retrouvé un lieu qui te permet de faire, de pousser, de grandir et de te sentir bien. Oui. Tout à fait. Donc, en fait, c'était une invitation au voyage, une double invitation au voyage. C'est presque une mise en abîme du voyage qui a été vécu dans une période et dans laquelle tu te replonges au travers de tes poésies. C'est ce qui est vraiment énigmatique, comme tu as dit, parce que je l'ai écrit et je ne savais pas vraiment que je vais avoir une occasion de voyager.
parce que l'occasion qui m'a permis de venir en Italie, c'était une bourse donnée une fois à une femme qui étudiait à l'université libanaise. Et moi, je n'osais pas, quand j'étudiais les Louvres, etc., je n'osais pas rêver que je vais vraiment voyager. Alors, c'est ce livre, dans la mentalité, comment, je sais pas, entre parenthèses, c'est visionnaire vraiment, qui prépare mon âme, si vous voulez, à avoir une moyenne, la barque, pas la barque seulement spirituelle, mais la vraie barque d'aller aventurer et voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mer. Est-ce qu'ils vont m'accueillir, etc. Je vais tenir, je vis pour la poésie, la peinture. Alors, je fais comme les immigrés, tu prends ce qui est très précieux pour toi. Moi, j'ai porté des boîtes de toutes mes écritures que je disais un jour, je vais les publier. Je croyais à ça. Et ça me fait souvenir autres immigrants. Je sais pas, il y a des mémoires d'un enfant, je ne sais pas si vous avez connu cette histoire. Il voyageait dans un camion et il traversait des conflits. Et pauvre, il n'a pas eu la chance d'arriver. Alors, ils sont arrivés des poèmes. Quand je sais que qui écrit, les paroles ne sont pas une perte du temps, tu mets ta croyance. S'il y a des problèmes, oui, un témoignage. Si on vivait une situation, je ne sais pas, traditionnelle, patriarcale, on écrivait. C'est un acte d'exister. C'est un acte d'exister qui revendique et qui permet de garder, de survivre à soi-même. Parce que ça offre un témoignage qui survit à soi-même, qui va au-delà du temps. C'est un coffre précieux parce que c'est la mémoire visuelle que je l'ai tenue dans ce moment-là. Je voyais ça, je vivais dans ce cas. Et toute la sensation fraîche comme une peinture directe. Je voulais porter cet amour du Liban qui n'est pas comme on le parle aujourd'hui, le Liban qui vit des problèmes politiques, etc. Je pense qu'on parle seulement du côté négatif du Liban. On ne parle plus que les voyageurs un jour français, Lamartine, c'était le lieu exotique parce que la nature a maintenu cette beauté. Mais la politique, les conflits, ils veulent, ils veulent effacer cette partie culturelle, sociable, de charme qui est restée figée dans le temps parce que ce qui est vraiment de méditer, que le temps là reste tel quel. Les écritures de Gibran, etc. Le lieu tient cette charme, même c'est un autre temps. J'ai envie de dire qu'ils ont bien fait de t'offrir cette bourse parce qu'ils ont bien fait de miser sur toi pour nous transmettre à notre tour cette beauté du Liban parce que grâce à toi, grâce à ton art, ta poésie, tes œuvres, tu nous as permis de vivre ce moment et tu nous permets de voyager à nous aussi et d'ouvrir notre esprit à un autre aspect du Liban qui ne nous est pas offert habituellement. Et donc, j'ai envie de te dire vraiment merci au nom de tous. Remercier. Et en fait, je porte autrefois des femmes qui m'ont dit, des poètes qui me disent c'est un acte de résistance aujourd'hui. En fait, on ne peut rien faire que ça, mais ça, ce n'est pas, c'est un acte d'exister, si on veut dire. Bien sûr. Il y avait des photos des montagnes, mais ça va pour autres montagnes. Pour mettre un petit peu. Alors, j'ai envie de proposer à l'assistance de poser des questions. Alors, donc voilà, je vous fais voir un petit peu les paysages. Tu peux passer ces paysages. Sont des paysages. La possibilité de les voir. Vous avez une idée combien de couleurs, combien de plusieurs. Il n'y a pas une seule détail dans la nature que l'œil tombe. L'œil se perd dans vraiment tous ces changements, la neige qui tombe,
les rochers de tous notre ancêtre. Et ça, ce sont le spirituel entre la vie et la mort, la partie grise, la période grise. La période grise. Ça, ce sont peints devant les montagnes. J'ai exagéré avec les couleurs, mais vraiment, les montagnes là sont comme un miroir, ou bien de l'eau. Il perçoit, comment on dit, plusieurs tonalités. La vallée, le coucher du soleil. Ce sont autres formes de la montagne, parce on a plusieurs, on a circondati di montagne. Elle est entourée de montagnes, oui. Ce sont les peintures que j'ai portées cette année de la vallée. Aussi, autre montagne, là où on a des champs des pommes. Okay. Et ça, c'est le lieu que je fais des écritures. Je fais aussi des écritures en arabe sur le trajet qui porte dans les ermitages. Ce sont des projets d'art public participatif et de deux Libanais que vous voyez là. C'était le printemps. Le projet, c'était dans la période là où il y a les gens du local. Et le projet, c'était sur la mémoire de ceux qui ont mort. Et je fais beaucoup de vidéos parce que j'aime porter le moment. Par exemple, ça, avec la boule de neige, c'était avec l'exil, la poésie. Quand tu écris une, arrive une autre. Il y a l'autre sur les gouttes de l'eau quand il arrive. Il y a une dans la grotte de l'ermitage avec la bougie. C'est ça. On a quelqu'un qui a levé la main. Okay. Je pense qu'on pourrait... Voilà. Merci. Je sais que quelqu'un a levé la main. C'était... Voilà. Yola, alors... Voilà. Oui, salut. J'espère que oui, vous aviez une question à poser? Oui, oui. Premièrement, je voulais dire merci pour cette magnifique introduction et si profonde, qui nous prend à un monde si profond. Je voulais poser une question. Alors, on voit alors l'artiste, la poète, la peintre qui fait un art contemporain. Tu as un laboratoire, tu enseignes à l'université, tu as même une organisation, Front of Art, où on peut voir l'or dans le futur prochain et qu'est-ce que tu rêves d'achever de plus? Merci. Voilà, alors je le redis pour les personnes qui sont présentes. Donc, on lui demande où elle enseigne, c'est que si elle enseigne l'art et puis oui, où. Plusieurs, voilà. J'enseigne l'art, j'ai une galerie, j'ai un journal, je fais beaucoup de choses dans plusieurs dimensions. Elle me demande, j'utilise tous les langages de l'art contemporain que j'ai appris à Venise avec Luigi Viola et autres personnages. Par exemple, mon thèse de doctorat, c'était un retour à cette vallée et redécouvrir les grottes et faire des travaux d'installation, par exemple. Et la question, c'était comment je perçois moi-même dans le futur. C'est une demande difficile parce que cette période, je suis en train de me reconstruire mon identité et de comprendre vraiment la littérature libanaise avec comment les intellectuels, ils ont pu, à travers l'art, la littérature, survivre ce qu'on appelle vraiment diaspora, etc. Et mettre en une même personne la lore libanaise et la lore qui est italienne, sans vivre ce qu'on vit, la réalité très, très, très dure. Par exemple, moi, je ne fais plus de l'artiste, je recueille des médecins, comment on dit? Des médicaments. Des médicaments. Il y a une situation vraiment d'urgence au Liban. Et alors, j'aime bien vraiment de créer, je suis en train de créer un certain musée, comme je prévois le futur.
parce que mon art vraiment a commencé avec une vie, je peux le dire comme le tonnerre, vie pas facile, ce n'était rien offert. Tu écris, tu peux publier, tu veux faire l'artiste, etc. Et ça continuait parce que au lieu de me réaliser comme artiste qui vient au grand centre, je me suis trouvée dans un village plus petit de moi. Alors, c'est une vraiment ce sont toujours, tu penses que les difficultés sont finies, tu te retrouves de plus. C'est difficile de percevoir un futur avec un Liban comme ça, parce que si tu parles de moi, tu souffres, moi comme personne, Tu souffres je aussi. suis. Mais si on l'a, c'est un peu de mon facile. Il y en a encore. Ouais. Est-ce que vous avez des Vous questions? avez des questions? Des réponses à moi? J'espère que c'était compréhensible, ça allait? Oui? Je me demandais, est-ce qu'il est difficile de planter les racines? Avec l'art, c'est vraiment un médium de consolation. Moi, je me considère quand je veux faire curarsi, Me soigner. et quand je ne sais plus exprimer, je me jette à dessiner. C'est ça. Alors, et planter des racines, je l'ai vraiment fait ces dernières années. Parce que je suis construit un lieu qui me fait évoquer de nouveau. Et je vois mes filles, mes enfants, comment ils s'adaptent entre ce mix italien-libanais. Et en fait, avec tous les conflits et tout ce qui vit le Liban, on remercie la nouvelle terre qui nous a bercés, si on peut dire, parce que avant on voulait tout retourner parce qu'il y avait le boom. Mais les dernières années, c'était vraiment un lieu qui devient on ne peut plus vivre si on s'isole dans une grotte et on laisse les news. C'est vraiment, c'est notre corps blessé, si vous voulez, comme ça. J'espère que j'ai répondu parce que moi, je vois sur Génératif. Monsieur, non. J'ai eu la chance de vous visiter chez vous. C'est vrai. Et C'est moi. je me demandais si certaines comparaisons que tu fais dans cette thèse entre le paysage que tu as exploré et ce que tu vis maintenant dans la vallée de Piave, dans les montagnes, qui une colline très paisible, mais qui maintient aussi le souvenir de la Grande Guerre, ces lieux dans la violence. Oui. Et la vallée de la Piave, pas la même vallée que c'est le Liban, mais oui, mais il y a la grotte au-dessus de ma maison. Oui, vraiment. Il y a des espaces mystérieux et mystiques. Si j'ai Donc, compris. si tu as une impression de vivre, le lieu où je l'ai perdu. Le sentiment, le sens que tu as trouvé dans. Oui, de ce point-là, oui, je me sens que j'ai trouvé un autre refuge, parce que le lieu que j'ai trouvé, vraiment, il a un vue panoramique sur le fleuve, sur les montagnes. Je peux vraiment méditer, mais en même temps, je peux accueillir dans les salons tous les exilés. Il y a vraiment des écrivains qui arrivent à écrire, des artistes. C'est un lieu libre. C'est ça que je cherchais, un lieu d'exprimer avec la liberté que en même temps, tu n'es pas loin du monde, mais tu peux, quand tu veux, tu peux retourner dans cette grotte. Et c'est ça aussi énigmatique que je retrouve de nouveau les mêmes dimensions. Un autre fleuve qui est sacré pour le pays. Donc, je me sens vraiment là plantée. J'ai appelé la maison condominio del Libano. J'ai planté des cèdres.
Et j'ai toutes les peintures. J'ai porté sur le coffre transparent là. Peut-être un soulagement pour le Liban. Il y a une zone hors de guerre. Je me souviens que j'ai fait ça dans l'art. Dans l'art, j'ai coupé la géographie du Liban parce qu'il est cette terre que tu entres et seulement comme un corridor pour tous les invaseurs. Alors, comme solution utopique, c'est que si tu coupes ce lieu et tu le portes utopique, ça peut un peu se reposer parce que ce n'est pas possible, terre martyrier, reconstruire et vivre la douleur. Alors, les gens, combien ils peuvent résister, tout a une limite. Tout a une limite, oui. Je vous invite tous à Merci. faire où je vis. Merci beaucoup. Merci à Laure. vous. Merci pour cette C'était vraiment possibilité, très enrichissant et tu nous as fait vivre et tu nous as invité aussi à un voyage qui est à la fois, je pense, poétique, mais aussi un voyage dans l'histoire. Et c'est une invitation aussi à approfondir la partie historique, géopolitique, pour mieux comprendre ce que tu as vécu et mieux comprendre ton art à travers l'histoire, la préhistoire qui nous est venue et qui nous a touchés. Merci. Merci à toi, merci vraiment. Oui, merci au public en ligne, exactement. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et puis voilà, on va s'arrêter là.